Bon, bah écoutez, on peut commencer. Bonsoir Philippe, bonsoir Pierre. Eh bien, bonsoir Bonsoir. Diane, bonsoir Pierre. Alors, vous avez sûrement vu la déclaration de guerre implicite de Macron à la Russie le 26 février. Qu'en avez-vous pensé? J'avoue que je me suis dit vraiment qu'on est entre les mains d'un individu qui est complètement, je ne sais pas s'il est cinglé ou bien s'il est tordu, peut-être un petit peu des deux. En tout cas, franchement, c'est hallucinant. Bon, donc, il veut faire la guerre, veut nous faire faire la guerre à la Russie. Bon, pourquoi pas, on est tellement bien armés, il a tellement bien distribué toutes nos armes aux Ukrainiens que je vois pas avec quoi on ferait la guerre. Bon, à part ça, tout va bien. Euh, que, que dire? Il cherche toujours à paraître, faire parler de lui pour donner l'impression qu'il a une surface internationale, etc., etc. Donc, de temps en temps, périodiquement, quand il se sent peut-être en manque, il a une idée géniale et il lance un truc qui fait frissonner tout le monde en se disant, mais qui c'est ce type-là? Il y a des maisons de repos pour cela, non? Derrière des barreaux. Est-ce que c'était pas un contre-feu face au salon de l'agriculture pour faire Alors, oublier voilà, le scandale? j'allais y venir, ma chère Diane, j'allais y venir. Donc, parmi les hypothèses, il y avait cela, effectivement, détourner l'attention de sa réception chaotique au salon de l'agriculteur. On en avait parlé, je crois, dans le dernier entretien. Oui, tout à fait. Oui. Mhm. Comme quoi il avait dû être exfiltré après l'arrivée de renforts de CRS supplémentaires. Il était entouré, la voiture secouée, etc. Donc ça a été quelque peu chaotique. Donc il est évident que là, il voudrait faire oublier ce petit incident en faisant peur aux Français, en leur disant que bon, tout ça, l'agriculture, c'est un détail, mais il y a la guerre en Ukraine qu'il va falloir faire pour que cette pauvre Ukraine ne succombe pas face aux méchants Russes, etc., etc., etc. Donc là, je dis, à chaque fois, on se dit, ce type-là est-il sain d'esprit? N'a-t-il pas abusé de la coke? Ou bien est-ce un salopard total et intégral qui travaille pour des intérêts qui, évidemment, ne sont pas ceux des Français? Probablement un petit peu de tout ça. Donc voilà. À l'heure où on enregistre, en plus, là, il se trouve en République tchèque, à Prague, Tout et à fait. il en a remis une couche. Hein, c'est très frais, mais grosso modo, il exhorte les Européens à ne pas se comporter en lâche. Hein. Donc, on est même Tout sur à fait. Tout un à fait. registre Alors, émotionnel. lui, il est tellement fort, n'est-ce pas? Non, mais c'est pathétique. Bon, alors il faut dire que cette réunion à Prague, c'était pour qu'il s'explique sur sa fameuse déclaration. Donc c'était tout de même de lui dire, écoutez, on aimerait bien savoir quelle mouche vous a piqué. Alors, bon, il s'est défendu en rajoutant une louche, quoi. Non, mais ce personnage est dangereux. Ce personnage est dangereux et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un jour, il ait un accident d'avion. Ça fera du bien à tout le monde. Vous n'avez pas envie d'établir une connexion avec une loi particulièrement scandaleuse et dangereuse, la loi de programmation militaire, enfin dangereuse surtout pour, évidemment pour la liberté des citoyens, et peut-être une connexion à établir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, rappelons ce que c'est que cette loi de programmation militaire. Donc, je vais citer, s'il s'agit de l'article L 2212-1, alinéa 1. Je cite. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la nation, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute
personne physique ou morale et de tous ses biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidé par décret en Conseil des ministres. Alors, petite observation, donc voilà le texte. Ça, c'est indiscutable. Et je constate qu'en fait, que ce soit les militaires, que ce soit les parlementaires qui ont voté ça, n'ont vu que, soi-disant, au travers de la loi de programmation militaire, c'était le renforcement des capacités militaires de la France. Et c'est comme ça, en fait, c'est un tour de passe-passe que Macron a fait. Alors, est-ce que c'était de la distraction des autres ou de la complicité? Ça, on n'en sait rien. Donc voilà ce qui nous attend grâce à Macron. Et quand je pense que c'est cet individu qui a la possibilité de mettre le doigt sur le bouton nucléaire, c'est-à-dire de notre force nucléaire, il y a de quoi avoir peur. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les Français comprennent qu'il faut qu'ils s'en débarrassent d'une façon ou d'une autre et au plus vite. Il en va de notre existence. Alors, pour revenir sur votre allusion à sa santé mentale, avez-vous entendu la déclaration de la députée du Rassemblement national, Pascal Borde, concernant Macron, qui conforte ce que vous venez de dire? Je cite Pascal Borde. On a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait être arrêté avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. Ce n'est pas lui qui fera la guerre, ce sont nos enfants. Il faut que les Français, le peuple français le sache. Et elle a tout dit. Exactement, ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, ou à l'instant plutôt. Donc, bon, Elle soulève bien voilà, son en tout addiction cas, à la c'est cocaïne. intéressant parce que ça montre une chose que je sais depuis longtemps, que se confirme tous les jours, c'est qu'au sein du Rassemblement national, il y a de très bons éléments, dont cette personne, justement, mais que par ailleurs, à la tête du Rassemblement national, c'est épouvantable. Ils vont de démission en démission, de politiquement correct en politiquement correct, c'est épouvantable. Je trouve qu'il y a eu un coup d'accélérateur depuis l'arrivée de Jordan Bardella, une calamité. Alors, vraiment, comme je dis, il coche toutes les cases. Il a accepté d'aller à cette réunion discrète, nous a-t-on dit, un déjeuner avec les responsables de la Grande Loge nationale de France. On ne vienne pas me dire, ah oui, mais c'est une bonne loge, celle-là, parce qu'elle est déiste, ou soi-disant elle. Et je rappellerai toujours, et ça se trouve dans mon livre La maçonnerie, que vous aurez prochainement d'ailleurs, la nouvelle réédition, etc., où l'ancien grand maître de la Grande Loge nationale de France disait textuellement que toutes les obédiences ont la même formation et que cette formation aboutit au même but. Ce qui veut dire que quelle que soit la dénomination, quelle que soit l'apparence gauche, centriste ou droitière de telle ou telle loge, tout travaille au même but. Donc on ne vient pas nous raconter des histoires. En plus de ça, ce bordel-là, maintenant, on sait qu'il est en liaison avec différents individus et qu'il adhère maintenant à la théorie du transhumanisme de l'Israélien Hariri, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Voilà ce que devient le Rassemblement national. Hein. Alors, va-t-on voter pour lui aux européennes? C'est niet. Étant donné que c'est lui qui dirige la liste, c'est non. Donc, voilà. Non, non, mais ça devient invraisemblable, ce rassemblement. Alors, bien entendu, ils se sont vautrés devant l'introduction de l'avortement dans la Constitution. Quelle est la différence avec les autres partis? Il y a 11 ou 12 députés du RN qui ont voté contre, c'est ça, je crois, sur Oui, 80. oui.
Donc c'est quoi? Oui, C'est il y a à des peine éléments. au-dessus. Il y a des éléments valables incontestablement au sein du Front du Rassemblement national, mais il faudrait une révolution interne, une nuit des longs couteaux pour faire le ménage. Alors, on aura une question tout à l'heure sur nos milieux relatives aux élections à venir. On pourra D'accord. redévelopper ça. Je Voilà, pense qu'on aura d'accord, d'accord. d'autres remarques à faire. Mmh, mmh. Euh, alors, sur le sujet quand même extrêmement grave, hein, gravissime de cette guerre qu'on souhaite, que certains souhaitent, hein, pas nous, mener pour les Français. Donc, lors du dernier entretien du 23 février, nous avons évoqué le va-t-en-guerre Nicolas Tenzer. Depuis lors, ceux qui poussent à l'engagement de la France dans un conflit ouvert avec la Russie se bousculent sur les plateaux de télévision ou les studios de radio. Valls, Kouchner, le fils Glucksmann, le député macroniste Benjamin Haddad, même Robert Ménard. Euh, quelle analyse faites-vous de cette situation? Ben, c'est-à-dire qu'on retrouve là le clan juif, qui a tout intérêt évidemment à soutenir l'Ukraine, puisque rappelez-vous la déclaration de Zelensky quand il annonçait qu'il voulait faire de l'Ukraine un grand Israël. Et rappelez-vous ce que je dis déjà depuis un bon bout de temps, c'est qu'il est évident que la situation en Israël au Moyen-Orient est tout sauf sûre. Donc, il y aurait probablement une possibilité que j'évoque, une disparition de l'État d'Israël. Euh, Parce qu'on voit, ils n'arrivent pas à venir à bout de. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais bon. Donc, donc là, c'est vraiment le clan juif. Valls est juif, Kouchner est juif, Glucksmann est juif. Benjamin Haddad, j'ai des doutes. Quant à Robert Mueller, celui-là, il est toujours à plat ventre dans tous les intérêts juifs. Donc, disons que s'ils ne sont pas juifs, ils représentent en tout cas les intérêts juifs. Donc, cette guerre-là, et Nicolas Tenzer, auquel vous faites allusion très justement, que j'entends très régulièrement d'ailleurs sur Radio Classique, j'ai la patience d'écouter, parce que c'est toujours bon de savoir ce que dit l'ennemi, et Nicolas Tenzer est juif lui-même. Donc voilà, on n'en sort pas, c'est le clan juif qui veut nous pousser à la guerre pour préserver la perspective de cette grande Ukraine qu'annonçait Zelensky. C'est aussi simple que cela. Et voilà pourquoi nos enfants risquent de mourir. Avez-vous vu l'Express du 3 mars où à nouveau Pierre-André Taguieff vitupère contre l'influence des protocoles des sages de Sion sur le Hamas, qu'il juge déterminante? Oui, j'ai vu ce passage, ce Taguieff, vraiment, c'est un poème. Je le connais déjà depuis des années, et à chaque fois que je vois apparaître son nom, je me précipite pour voir ce qu'il raconte. Bon, finalement, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Il est obsédé par les protocoles. Il ne cesse de dire, voilà, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Bon, d'accord. Oui, peut-être. Ben alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi tout ce qui a été décrit dans les protocoles des sages de Sion, on a vu l'évolution de la situation dans le monde, et ça correspond exactement à ce qui a été décrit. Alors, info? Si c'est info, en tout cas, c'est info génial. Non, c'est pas info, c'est tout à fait réel, malheureusement. On est face à un complot juif mondialiste, messianique. On n'en sort pas. Donc, ce qui m'inquiète justement, c'est de voir l'influence de ce texte sur le Hamas notamment, mais pas simplement sur le Hamas, parce que dans sa citation, si je ne, dans sa diatribe plutôt, je crois qu'il évoque aussi, euh, bon, non seulement Hitler, bien sûr, mais Henry Ford Ier, dont j'ai souvent parlé, qui avait repris les protocoles des suggestions et, à la mode américaine
qu'il avait publié sous le titre anglais de International Jew, c'est-à-dire le Juif international. Il avait créé aussi un journal, le Dearborn Independent, qui mettait en évidence tous les méfaits de la juiverie aux États-Unis, jusqu'au jour où le monde juif a dit, bon, maintenant ça suffit. Ils lui ont suscité des grèves et des ceci et cela dans ces industries et bon, il a été obligé de capituler. Mais en tout cas, ce qu'il avait fait reste et reste tout à fait valable pour aujourd'hui encore. Et puis il y a aussi, pas l'oublier, l'influence des protocoles sur le général Nasser, Gamal Abdel Nasser. Et ça me rappelle des souvenirs quand j'étais au Portugal. À l'époque de Nasser, mon père était régulièrement invité aux réceptions de l'ambassade d'Égypte. Ce qui montre bien qu'un nationaliste musulman, arabe, peut parfaitement s'entendre avec les nationalistes français qui étaient mon père. Petite note, petit détail de l'histoire quand même qui valait la peine de rappeler. Donc, incontestablement, le texte des protocoles des sages de Sion n'a pas cessé d'avoir son effet sur tous ceux qui constatent le danger du complot juif mondialiste. Et bon, c'est bon à noter. C'est bon à noter. Et d'ailleurs, tout de même, quand on regarde la politique française, traduction de ce complot mondialiste messianique juif, nous en sommes à trois présidents successifs juifs président de la République, avec un quatrième en préparation, avec un certain Gabriel Attal. Et chemin faisant, tout ce petit personnel à la tête de la République nous a infiltré toutes nos institutions de cadres juifs. Voilà, voilà où on en est. Ça fait une transition toute trouvée pour la question d'actualité suivante, puisque ce même Gabriel Attal, pour la cérémonie d'introduction de l'IVG dans la Constitution, il est arrivé au château de Versailles, accompagné de Jean Veil, l'un des trois fils de Simone Veil. J'imagine que vous avez un commentaire par rapport à cette avancée républicaine importante. Et évidemment, ben, c'est l'héritage. C'est l'héritage de Simone Veil qui, je vous rappelle, a été panthéonisé. Et là aussi, je crois me souvenir que le Rassemblement national n'avait pas émis la moindre objection. Donc voilà. Donc, oui, Simone Veil. Donc, c'est la conclusion de son combat contre les Français. Mais c'est surtout, il y avait déjà une loi, donc quel besoin de l'ancrer dans la Constitution? Parce qu'ils veulent donner du poids à cette loi, parce que ils savent très bien qu'il y a de moins en moins de médecins avorteurs. Il y a des cliniques d'avortement qui ferment les unes après les autres. Du coup, les Alors, médecins ne il pourront faudrait plus rendre refuser. la chose plus solennelle pour l'ancrer dans la Constitution. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, ils veulent faire pression, ils veulent parler de la chose. Et je rappellerai le discours de Dupond-Moretti faisant des trémolos sur la liberté de la femme à disposer de son corps. Ben non, elle n'a pas disposé de son corps. Si elle est enceinte, elle n'a pas le droit de vie et de mort sur l'enfant qui est en elle. Un crime. Alors, ce slogan a été repris en langue anglaise sur un autre symbole de la République, c'est-à-dire la Tour Eiffel. Je crois qu'il y avait, elle clignotait avec ce slogan mon corps, mon choix, ou quelque chose de ce goût-là, Oui, je crois, hein. my body, my choice. My Body, My Choice. En tout cas, je reviens quand même sur ce que vous avez indiqué. Je ne savais pas qu'il y avait de moins en moins. On rappelle, docteur, que vous êtes
Vous êtes un ancien neurochirurgien, vous avez publié des ouvrages, vous connaissez très bien le corps médical et vous avez indiqué qu'il y avait de moins en moins de médecins dans les avortoirs. Pour autant, malheureusement, on est toujours à 120, 130, 140, 200, pardon, 220, 230, 240 000 avortements par an en France. D'ailleurs, c'est un record. On en a beaucoup plus qu'en Allemagne, où il y a une population plus importante. Euh, Hélas, donc, c'est un premier dans quelque chose. alors justement, on est le premier pays au monde à inscrire cette disposition dans sa constitution. C'est quand même, c'est la culture de mort quelque part si on prolonge C'est le la trait. culture de mort. C'est la culture de mort. Et rappelez-vous, je crois que c'était dans le dernier entretien, j'avais fait le parallèle entre Badinter et cette Simone disposition, Veil. justement, et Simone Veil. Donc, Badinter qui s'arrangeait pour supprimer la peine de mort contre les criminels les plus crapuleux possibles, et Simone Veil qui imposait une loi pour détruire les enfants innocents dans le ventre de leur mère. Et dénominateur entre ces deux individus, la même appartenance, la communauté juive. Donc, cette communauté est acharnée à la destruction de la vie et à la non-protection de la vie, notamment en France. Exaspéré par les propos pro-palestinien de Dominique de Villepin, le site internet j.forum.fr du 3 mars rapportait l'affrontement de celui-ci avec Apolline de Malherbe sur le thème Qui paie de Villepin pour ses propos anti-israéliens? Pouvez-vous nous en dire davantage? J'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Dominique Villepin, il y a longtemps qu'on le connaît. Rappelez-vous que c'est grâce à lui, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui avait, je dirais, imposé à Chirac de ne pas faire la guerre, la deuxième guerre contre l'Irak. On lui doit tout de même ça. Donc ça indiquait déjà quelqu'un tout de même d'assez indépendant et ne pensant qu'à l'intérêt des Français. Donc, et là, quand j'ai vu cette algarade avec Apolline de Malherbe, alors, petite parenthèse, Apolline de Malherbe, Malherbe est un nom qui doit évoquer quelque chose et de pas bon du tout. Malherbe a été un de ceux qui, sous Louis XVI, a facilité l'importation de toutes les petites plaquettes, livres et autres qui cherchaient à détruire l'image de la monarchie. Donc Malherbe, le nom de Malherbe évoque quelque chose de révolutionnaire dans le sens de la révolution de 1789. Alors, je pense qu'elle est de cette origine-là, que c'est bien les mêmes Malherbes, et je dois dire qu'il y a une certaine malédiction sur ce nom d'ailleurs. Malherbe, c'est curieux, on dirait que c'est une prédestination. Bon, alors, revenons à nos moutons. Et de ce que j'ai retenu de la passe d'armes entre Dominique de Villepin et cette Apolline, qui a été artiste d'ailleurs dans des films un petit peu policiers, mais où elle s'arrangeait toujours à montrer son anatomie, qu'il n'y en avait rien d'extraordinaire entre nous. Bon, petite parenthèse fermée. Film policier ou policier? Pas policier du tout, policier. Bravo Pierre, j'apprécie la subtilité. Alors, Apolline de Malherbe, pensionniste, bien entendu, donc avait mis Dominique de Ville à la question, disant, mais bon, il est consultant. Et en tant que consultant, il donne des conseils, apparemment, je l'ai appris, au Qatar. Et donc, elle en remettait, donc, vous travaillez avec le Qatar, oh, c'est eux qui vous payent, faire ces déclarations antisémites, etc., etc. Et, et Villepin lui a répondu, mais vous, Apolline de Malherbe,
À qui appartient votre chaîne? Avez-vous des pressions? Qui ai-je devant moi? Euh, la tête d'Apolline de Malherbe, elle s'attendait pas à se faire déculotter comme ça. Donc, j'avoue que j'ai apprécié. Et je dois dire, donc, je dois reconnaître encore une fois que Dominique de Villepin, outré comme tant d'autres à travers le monde, et en France aussi, devant les crimes d'Israël, critique systématiquement depuis le début des derniers événements en Palestine, l'État d'Israël pour ses crimes. Ça, chapeau à Dominique de Villepin. Et d'ailleurs, une petite chose que j'ai vue, c'est un commentaire où certains disaient qu'il aurait peut-être un destin présidentiel. Ah, moi, je n'y verrais aucun inconvénient. C'est un homme qui a tout de même son indépendance d'esprit et qui a le courage de dire ce qu'il pense. Voilà, pour terminer sur cette question. Si, si on, si on prolonge un peu ce thème à ce propos, on mesure la montée de l'exaspération envers les Juifs, donc la montée de l'antisémitisme, par cette information, je cite, le 1er mars, un homme a été frappé et insulté à la sortie d'une synagogue dans le 20e arrondissement de Paris. Son agresseur lui aurait demandé si c'était lui qui tuait les Palestiniens à Gaza, avant de le traiter de sale juif et de le rouer de coups. Avez-vous un commentaire sur ce fait divers, entre guillemets? Bon, alors, bon, je comprends, je regrette simplement que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, ça se passait aussi avec les musulmans au moment de la guerre en Algérie. C'était le tabasser le premier qui passait sous la main, qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas évidemment le responsable totalement. Bon, disons qu'il y a une responsabilité parce que l'ensemble de la communauté juive fait corps complètement avec les crimes d'Israël. Bon, à la limite, on pourrait dire qu'il ne l'a pas volé. Et je préférais dans ces cas-là que certains s'attaquent aux principaux responsables de la communauté juive en France. Pas besoin d'aller jusqu'en Palestine, en France, qui eux sont de véritables bouts de feu, va en guerre, etc., va au meurtre des Palestiniens. Quand vous voyez tous ceux qui hantent les antennes de télévision chez nous, ou dans les revues où s'étale le CRIF, la LICRA et compagnie, là, il y aurait quelques coups à donner. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la même réaction que l'on retrouve avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré dans une interview le 3 mars 2024 que des Juifs tuaient délibérément des enfants et empoisonnaient des puits? Un thème récurrent chez nous. Je dirais que c'est une surenchère par rapport à Villepin. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il s'agit de deux anciens ministres des Affaires étrangères. Or, qui dit ministre des Affaires étrangères, ce sont des gens qui, par leur service, sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, parfaitement au courant de ce qui se passe réellement actuellement en Palestine. Donc, c'est l'indignation de gens qui... et pourtant, Zedrine était tout de même du Parti socialiste. Si je ne me trompe, Pierre ou Diane, vous me corrigerez si je me trompe, mais il a été ministre de Mitterrand, non? Oui. Et donc, voilà cet homme, ancien ministre de Mitterrand, du Parti socialiste, qui dit carrément, accuse carrément les Juifs de tuer les enfants et d'empoisonner les puits pour tuer encore un peu plus de Palestiniens. C'est vraiment, ça montre à quel point Israël est en train de s'enferrer et est en train de creuser, je répète encore, de creuser sa propre tombe par ses comportements inhumains. Donc, tant pis pour eux. Ils auront été prévenus, ils auront continué, ils paieront.
Et c'est pour ça d'ailleurs justement que tout le monde voudrait bien, enfin tout le monde, ceux qui sont autour d'eux, voudraient bien avoir un grand Israël de secours en Ukraine et qu'ils sont en train de perdre. J'en parlerai dans ma conférence de samedi prochain et comme toujours à l'espace Hermès à l'heure habituelle. Dernière question concernant notre pays, la France. L'inscription de l'IVG dans la Constitution a été adoptée avec 780 voix pour, sur les 924 parlementaires réunis en congrès au château de Versailles. Souhaitez-vous faire un commentaire sur ce crime contre la vie? Certainement. Alors, je voudrais faire remarquer que cette inscription, cet acte politique s'inscrit bien entendu dans le prolongement de ce qu'a fait l'avorteuse Simone Veil et que c'est la juge Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui l'a annoncé en présence d'Emmanuel Macron, troisième président juif de la République, accompagné de son premier ministre juif, Gabriel Attal. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Nous sommes dépossédés de notre pays au profit d'une communauté qui ne fait pas du tout la politique pour les Français, mais pour eux, et dont tous les actes visent à nous détruire. Donc, c'est ce que j'appelle un complot juif contre la France, avec la complicité des Républicains et du Rassemblement national, qui ont offert sur le plateau une victoire à Macron. Alors, tirez la leçon. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a des sondages. Alors évidemment, on peut les remettre en question, en cause, on peut les questionner, ces sondages, tout dépend comment la question est formulée, mais des sondages indiquent que 80% des Français sont d'accord. Il y a une espèce d'enthousiasme entretenu dans les médias par rapport à cette inscription dans la Constitution. C'est Oui, désespérant, là, hein. là, il est évident que les sondages sont faits pour impressionner les gens. S'ils étaient véridiques, il n'y aurait pas besoin de faire des élections. Hmm. Donc, c'est un moyen de manipulation des masses, c'est tout, pour impressionner. Et comme les gens ont peur d'être tout seuls, brrr, ah oui, moi aussi je suis d'accord, moi aussi je suis d'accord, etc. Non, mais là, ça montre aussi la bêtise et la lâcheté des populations. Mais que voulez-vous, quand on a des partis politiques dits de droite, genre les Républicains, à part une minorité, ou le Rassemblement national, à part une faction tout de même importante, il ne faut pas s'étonner que la population française marche dans tous ses coups. Et puis aussi, la population est trompée sur ce qu'est l'horreur réellement d'un IVG. Alors, vous faites bien de rappeler ça, Diane, et je voudrais faire rappeler une chose qui est bien oubliée aujourd'hui, que personne n'a ressorti dernièrement à propos de de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et il y a longtemps, 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 j'en avais parlé à plusieurs reprises à cette époque-là, et ben, j'en profite aujourd'hui. Il y avait un gynécologue américain qui s'appelait, je crois que c'était Jacobson. Oui. C'est un cri dans la nuit ou quelque Le cri chose. silencieux, c'est pas Ah, ça? le cri Le silencieux. cri silencieux, bravo Diane, exactement, c'est le cri silencieux. Alors, le cri silencieux, pourquoi? Alors, premièrement, qui était Jacobson. C'est Jacques, Jacobson, alors réalisé par Jacques Duhan d'Abner. comment? Le réalisateur apparemment s'appelle Jacques Duhan d'Abner. Oui, parce que, Jacques d'Abner. Oui. ouais. Dans ce Donc, film, on voit Jacobson, Bernard Nathanson. Nathanson, Nathanson. j'avais un doute justement, Nathanson, exactement. Alors, ce Nathanson était à l'époque un des plus grands avorteurs, médecins avorteurs aux États-Unis.
Et puis, un jour, il a voulu faire un film scientifique pour montrer comment se faisait, se déroulait la mise à mort, il n'y a pas d'autre terme, du bébé. Et alors là, il a réalisé, enfin, le crime qu'il commettait. Et il l'a décrit justement dans ce film en disant, c'est pas possible, je réalise ce que j'ai fait, j'arrête. Et il a du jour au lendemain arrêté tout avortement. C'est donc un élément important de l'histoire de ce crime contre l'humanité qu'il est bon de rappeler, que je rappelle, parce que dans nos milieux, entre guillemets, personne n'a pensé à ça, et puis peut-être y ont-ils pensé, et peut-être ont-ils estimé que ce ne serait pas politiquement correct. Toujours la même chose, à plat ventre devant la doxa républicaine. Donc voilà, petit rappel nécessaire. Au moins, cet homme a eu le courage de dénoncer son propre crime. On ne peut que lui tirer le chapeau. Oui. Donc, passons à nos milieux. Selon Mediapresse Info du 27 février dernier, Jordan Bardella est influencé par Laurent Alexandre et Yuval Noah Harari. Est-ce que cela ne semble pas inquiétant? Ben justement, si vous vous rappelez de ce que j'ai canonné contre ce Harari, qui est un intellectuel homosexuel israélien, Transhumaniste? qui essaie de convaincre du transhumanisme, et on apprend à cette occasion-là que Bordella est tombé sous l'influence de ce Laurent Alexandre, qui est un richissime chirurgien urologue, et qui est devenu un de ses principaux conseillers plus ou moins discrets, qui l'influence notamment sur l'intelligence artificielle, sur le puçage, jusqu'au transhumanisme. Alors, vraiment, on peut se dire que ce Jordan Bardella, comme je disais tout à l'heure, remplit toutes les cases. Invité à la Grande Loge nationale de France, oui, pourquoi pas. Partisan du transhumanisme, oui, pourquoi pas. C'est quoi le Rassemblement national? Alors, Oui, ça ne rassemble plus grand-chose de national. c'est un rassemblement d'arrivistes, ça l'a été déjà du temps du Front National avec le père Jean-Marie Le Pen, que j'ai bien connu, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'histoire d'une trahison, que nous avons toujours en disponibilité. Et ce que je disais sur le père, j'en commençais à parler déjà un petit peu de la fille, Marine, mais on peut transcrire cela compte tenu des éléments que nous avons aujourd'hui sur le comportement du rassemblement à l'heure actuelle. Ces gens-là sont des arrivistes et ils sont prêts apparemment à toutes les trahisons, à toutes les voleries pour essayer d'arriver. Oui, parce que Laurent Alexandre et Harari sont tous les deux des mondialistes. Donc, Bien à entendu, partir de ce moment-là, évidemment, ça va ensemble. on Ça va ensemble. peut plus se Et prétendre bon, nationaliste. Laurent Alexandre, Par là. ça vaudrait la peine d'ailleurs de creuser un petit peu si vous voyez l'un ou l'autre. Bon, j'essaierai d'avoir du temps pour creuser moi aussi. Je serais de savoir d'où sort ce Laurent Alexandre, quelles sont ses origines. On fera peut-être des découvertes intéressantes, significatives. Non, ça n'a pas été un Young Leader aussi, lui. Je sais plus où ça. Je ne sais pas. Affaire à voir, on pourra en reparler éventuellement lors du prochain entretien. À creuser. Ah, creuser. Bon, justement, ça fait une belle transition vers les élections à venir. On ne peut que constater, vous l'avez dit à l'instant, que le RN s'enfonce toujours plus dans le politiquement correct,
Avez-vous déjà décidé de votre stratégie pour les prochaines élections euh, à venir, donc les élections européennes au mois de juin, et puis celles qui suivront? Euh, Alors, pour les élections européennes, donc celles du mois de juin, il est évidemment exclu que nous ne voterons pas, enfin je ne voterai pas et je conseillerais de ne pas voter pour la liste conduite par Bardella. C'est absolument exclu. Il serait souhaitable qu'il attrape une gamelle pour, d'une part, lui rabattre le caquet et pour montrer que, quoi qu'en disent les médias, il n'est pas aussi au sommet que cela. Euh, alors, si ce n'est lui, pour qui voter? Si, si l'on vote, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Alors, bon, évidemment, c'est pas enthousiasmant. Il y aurait éventuellement Bellamy, qui, d'après le renseignement, les maigres renseignements que j'ai, aurait fait, ah oui, a fait des déclarations, c'était en 2019, contre l'avortement. Je n'ai pas réussi à savoir comment il a voté dans les événements actuels de la mise dans la Constitution de l'avortement. Je n'ai pas réussi à trouver. Et puis aussi, chose tout de même intéressante, c'est il s'est défaussé de la recommandation du Parti populaire européen de soutenir la candidature de Van der Leyen. Or, le groupe du Parti populaire européen rassemble différents partis, dont le Rassemblement national, dont le parti de Giorgia Meloni, qui n'ont pas pipé mot contre cette nouvelle candidature de la Van der Leyen. Donc voilà. Donc il est évident que, à première vue, quelles que soient les autres choses que l'on peut savoir ou penser ou deviner concernant Bellamy, il y a tout de même ces deux points principaux et probablement, à moins qu'on découvre autre chose d'ici là, je ferai voter pour Bellamy. Mais en aucun cas pour la liste de Bardella. alors, sans me faire l'avocat du diable, il y a une véritable dynamique malgré tout, en tout cas sondagière. Il est donné avec plus de 10 points d'avance et ça obsède véritablement la majorité présidentielle, très clairement. On a vu l'agitation du petit Attal, Tatal ou Attal, euh, lors du salon de l'agriculture, où il s'est rendu sur place pratiquement pour essayer de contrer, pour essayer de faire un coup anti-RN. Donc on a l'impression qu'il n'y a que ça qui anime la majorité présidentielle. Donc cette normalisation entre guillemets du RN, malgré tout, semble leur profiter au niveau des sondages. Donc il y a une véritable, il y a quand même une dynamique. Et moi, je me rappelle vos propos il y a une dizaine d'années où vous évoquiez le Front National comme étant un explosif idéal pour enrayer la machinerie infernale de la République triomphante. Est-ce que on ne devrait peut-être pas faire notre marché et malgré tout, vous voyez ce que je veux dire et Alors, notre marché, vous avez tout à fait raison, Pierre, j'ai parfaitement compris le but de votre démarche. Notre marché, oui, le problème, c'est qu'il y a une liste européenne qui est nominale au nom de celui qui conduit la liste. Et donc, c'est parce que c'est Bardella qui conduit la liste que j'ai pris cette position. Maintenant, quand il y a des élections, soit législatives, là où chacun, dans son coin, peut savoir quel est le candidat, ce que vaut le candidat du RN, à ce moment-là, c'est à chacun de faire son marché, justement. Les bons, il faut voter pour eux, les mauvais, il faut les éliminer, les blackboulets. Et donc, voilà ma position. Il y a une chose qui est scandaleuse que je voudrais rappeler encore à propos du RN. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
C'est encore pire que ce qu'on pouvait penser. Donc, non seulement ils ne se sont pas opposés à la mise dans la Constitution de l'avortement, mais les trois sénateurs du Rassemblement national ont voté contre la clause de conscience qui permettait aux médecins de ne pas procéder à l'avortement parce que c'était contraire à leur conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? À quoi servait-il? À quoi nous servait-il? Ils ne défendent plus rien du tout. Je livre ça à votre appréciation. J'étais pas au courant de ça, effectivement. C'est assez édifiant. Non, mais j'ai essayé de creuser au maximum. Alors, il y en a un que je surveille déjà depuis un beau bout de temps. C'est le sénateur Bruno Retailleau, dit catholique, qui à chaque fois finit toujours par baisser son froc. Excuse cette vulgarité, mais il n'y a pas d'autre terme. Et, et, bah, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais enfin, quand on se prétend catholique, tout de même, il y a des choses qu'on ne fait pas. Petit détail en passant. Alors, il y en a un autre anciennement du Rassemblement national, à l'époque c'était le Front national, dont vous avez toujours été hostile ou voire sceptique, voire même hostile, c'est Florian Philippot. Et dernièrement, Mediapresse Info a relevé une de ses anciennes prises de position en faveur de l'inhumation de Simone Veil au Panthéon. Pouvez-vous revenir sur ces Alors, faits? premièrement, Philippot ne fait plus partie du Front National Rassemblement National, puisqu'il a créé un parti qui s'appelle, je crois, les Patriotes. Il fait beaucoup de bruit et je voudrais rappeler une chose que notre ami Laurie m'a appris il y a déjà quelque temps, à propos des manifestations organisées par Philippot. Il m'a dit, avec sa grande surprise, il avait constaté que la police laissait faire. Par contre, les pancartes qui pouvaient être trop significatives étaient enlevées par les propres membres du service de Philippot. Donc, tout ce qu'il y a de plus correct, gentil, pas dangereux. Donc, Philippot, bon, je glisserai sur ses mœurs. Euh, on n'est pas obligé de glisser. Je n'ai pas tellement envie de glisser dessus. Mais à la limite, bon, on parle politique. En politique, ça vaut pas mieux que ses mœurs. Donc, le Philippot. Alors, je voudrais en profiter pour féliciter Mediapresse Info, qui sort beaucoup d'informations, de mise au point, de valeurs, de rappels. C'est le cas, justement. Incontestablement, ils font du très bon travail et je suis heureux de les citer. On va changer de rubrique, on va passer à l'étranger. euh, avec une précaution oratoire, hein. Il n'y a pas, malheureusement, que des campagnes concernant un traitement obligatoire euh, qui ont eu cours dans les années 2021-2022 et qui continuent d'être faites en dépit de la monstrueuse mortalité euh, qu'elles ont engendrée et qu'elles continuent d'engendrer. Il y a aussi le Forum économique mondial qui prône maintenant, ça c'est incroyable, l'interdiction de la production domestique de nourriture pour lutter soi-disant contre le changement climatique. Ça, j'avoue, j'en tombe des nues. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ouais, écoutez, j'en sais pas plus. J'ai vu l'information, j'ai sauté à pieds jaunes dessus, bien entendu, tellement c'est énorme. Mais ils prennent les gens vraiment pour les derniers des crétins. Alors, bon, je regrette beaucoup. J'ai la chance, grâce à mon épouse, d'avoir un petit potager. On a même des poules, bah, que ça plaise ou non.
Non. Vous savez qu'en cas de menace de grippe aviaire, vous seriez obligé de génocider vos poules, Ah oui, hein, oui, c'est évident. Mais enfin, pour en l'instant, quelques heures, hein. touchons du bois, touchons du bois. Elles sont en bonne santé, les poupous. Elles nous donnent de très, très bons œufs. Au moins, on sait quelle est l'origine. Non, mais écoutez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails à nouveau sur ce qui s'est passé dans les années 2021-2022, dont j'ai beaucoup parlé à l'époque, d'un certain traitement américain dont on connaît les effets désastreux avec des millions de morts. Rappelez-vous la dernière statistique que j'avais citée, peut-être pas le dernier entretien, peut-être celui d'avant encore. 17 millions de morts à travers le monde à cause de ce traitement, les conséquences de ce traitement, sans oublier la morbidité, c'est-à-dire les maladies qui en sont sorties et dont d'autres personnes continuent à mourir tous les jours. Des effets secondaires. Donc, les conséquences. Donc, et quand on voit ces entités mondialistes, ce qu'ils veulent faire au peuple pour les détruire, c'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Je pense que si on est nous débarrasser de la surface de la planète d'un certain nombre d'individus, peut-être que ça irait un peu mieux. Je dis ça en passant comme ça. C'est hallucinant. Ça, j'avoue que quand j'ai vu ce truc-là, que le potager de quelques Français qui ont un petit lopin de terre peuvent faire pousser des trucs dangereux pour la population mondiale. Non, franchement, comme je dis souvent, et je le dis de plus en plus souvent, il y a des hôpitaux pour ça. Puis on Le en revient potager clan. à Ouais. Des hôpitaux Hippocrate psychiatriques, qui disait bien que l'alimentation était la base de la santé. mais évidemment. Et d'ailleurs, il faut remarquer une chose, c'est que de plus en plus, notamment les Bill Gates et compagnie, achètent des terres agricoles. Et j'en parlerai d'ailleurs dans ma conférence de samedi à Paris, sur l'acquisition de terres agricoles en Ukraine. BlackRock, oui, fait ça en ce moment en Ukraine. Oui. Donc c'est le potager clandestin, c'est le potager Donc, de vous vous contrebande en rendez fait. compte, vous faites pousser des carottes, des oignons, des pommes de terre, des radis, etc. Vous êtes un criminel Vous contre êtes un, l'humanité. vous êtes un dealer. Je vous dis, il y a des hôpitaux psychiatriques pour ça, hein. Je me rappellerai toujours, il y a des années, j'étais encore tout jeune homme. Il y avait un journaliste qui écrivait dans le Rivarol de l'époque, c'était Pierre-Antoine Cousteau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Pierre. Si, mais c'était le frère du commandant Cousteau. Oui, exactement. Et il avait dit, donc déjà à l'époque, il voyait le cheminement. Il disait que le jour où il y aurait euh, plus de fous que de gens normaux, intellectuellement normaux, eh bien, les gens normaux iraient derrière les hauts murs, c'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques de redressement. On y arrive. On y arrive. Alors, le 25 février dernier, Aaron Bushnell, soldat de 26 ans de l'armée de l'air américaine, s'est immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. Il a déclaré qu'il ne serait plus complice du génocide en cours en Palestine. Sauf erreur, cette information n'a pas été reprise par des médias de grand chemin, mais plutôt la presse Tout à fait. complotiste. Tout au moins, non, c'est vrai, ça a quasiment passé inaperçu cette information. Alors, j'ai un doute. Bon, le prénom Aaron, ça fait vraiment tout à fait juif. Bushnell, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si ce malheureux était juif ou bien si c'était un citoyen américain, parce que les prénoms juifs chez les Américains, Bon, c'est ils sont très biblistes. Donc, ils peuvent donner des prénoms juifs à leurs enfants alors qu'ils ne sont pas d'une famille juive.
Oui, c'est des Mais c'est l'Ancien protestants. Testament. Ouais, Hein? protestants. Les C'est protestants. l'Ancien Testament, c'est Oui, l'imprégnation de l'Ancien l'Ancien Testament. Testament, tout à fait. Tout à fait, l'empreinte de l'Ancien Testament. Donc, il est possible que ce soit vraiment un citoyen américain non juif qui a fait ça. Donc, bon, je dirais, c'est beau, mais c'est tragique. Et puis, on ne doit pas on ne doit pas se suicider. C'est un crime. C'est un crime. C'est pas, en tout cas, dans la religion catholique, c'est un crime. C'est pas admis. Bon, c'est un geste. Ça montre bien à quel point les horreurs commises par Israël en Palestine poussent des gens honnêtes à cet extrême. Ça en dit long tout de même sur l'indignation qui monte, qui monte, qui monte à travers le globe. C'est, oui, les Israéliens sont des monstres, ils ne se rendent pas compte de ce ils sont en train de faire, ils sont en train de creuser leur propre tombe. On les y Mais même, aidera, même on les aidera. on les y Non, aidera. Mais même avant le 7 octobre, vous vous souvenez, on avait parlé du général de Lavarde qui avait été en poste au Liban et qui avait expliqué, donc on pourrait faire une connexion avec ça, il avait ah, tout à expliqué que fait. toutes les troupes stationnées au Liban, qu'elles soient africaines, européennes, américaines, etc., elles arrivaient avec un a priori positif sur Israël, elles repartaient toutes pratiquement antisémites. Il ne Tout l'a pas à dit fait. comme ça, mais c'est ce que Non, cela mais il- sous-entendait. il l'a dit carrément comme ça. Oui, oui, Ah, il oui, l'a dit peut-être, carrément comme effectivement. ça. Oui, oui, non, c'est vrai. Oui, effectivement. En reprenant ce terme-là, J'avoue, peut-être. Oui, oui. j'avoue que ce général de la Ward, il dit des choses très intéressantes, il a le courage de le dire. Non, chapeau, chapeau. Je ne peux pas en dire autant de tous les autres généraux. Hein. Alors, selon un rapport de Bloomberg, l'Arabie Saoudite et ses alliés proposent un nouveau plan pour un État palestinien et exhortent les États-Unis à convaincre Israël euh, de manière à apaiser les tensions au Moyen-Orient. Croyez-vous cela possible? Non, non. Euh, alors, à supposer que cela puisse être possible, la seule condition est que les États-Unis cessent d'appuyer Israël en argent et en armement. Petit rappel, tout de même, ce sont les bombes ultra puissantes livrées par les États-Unis à Israël qui massacrent les populations civiles palestiniennes au sol. Et il y a une espèce de rage de la part des autorités israéliennes qui n'arrivent pas sur le terrain, soldats contre soldats, à venir à bout du Hamas. Donc ils se vengent par les airs sans danger pour massacrer les populations civiles grâce aux bombes américaines. Et ensuite, on entend les Biden et autres entités américaines dire oh, c'est pas bien, il faut arrêter, il faut arrêter. Ben, qui commencent par arrêter de livrer leurs bombes. Non, mais l'hypocrisie anglo-saxonne, c'est révoltant. On peut rappeler d'ailleurs qu'il y a eu, selon les sources, entre 100 et 200 morts palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne au moment du partage de rations de Tout à nourriture. fait, exactement. Les chiffres, d'ailleurs, ont grandi. Attendez, je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Je ne sais pas. Non, en tout cas, les chiffres avaient augmenté. Hein. Et ça dépend évidemment des sources, différentes sources, différents observateurs, et ça dépend du moment. Parce que les gens qui ont été grièvement blessés, bah, ils finissent par mourir aussi. Donc, les chiffres de départ ne sont pas nécessairement le chiffre à l'arrivée. Donc, oui, donc cette proposition de l'Arabie Saoudite, bon, c'est bien gentil. Euh, y a-t-il une solution pour le problème juif, déjà à travers le monde, mais notamment en Palestine? Alors, la solution des deux États, de toute façon, si ça pouvait se faire,
Je répète, ça ne pourrait être que parce que les Américains cesseraient d'approvisionner Israël en argent et en munitions. Ça, c'est la première condition. J'avais vu passer il y a quelque temps l'information euh, comme quoi la puissance de toutes les bombes qui ont été déversées, les bombes américaines qui ont été déversées par Israël depuis le début de la campagne lancée par Netanyahou, dépassaient les puissances de feu des bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Ça vous donne une idée. Donc voilà, donc l'Arabie saoudite, voilà, bon, c'est très bien, c'est plein de bonnes intentions. Mais bon, l'Arabie saoudite essaye de se préserver un petit peu de la rage des populations musulmanes, parce que tout de même l'Arabie saoudite est quelque peu enjuvée sur les bords de par ses origines. Hmm. Donc tout ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Et de toute façon, je répète, tant que les Américains continueront à soutenir massivement Israël comme ils le font, matériellement avec leur armement, il n'y a rien à en attendre. Alors, on retourne un petit peu aux États-Unis. Le philosémitisme politique propre aux États-Unis entraîne quelques réactions, et notamment au sein des médias. Ainsi, à CNN, qui est un média important aux États-Unis, c'est à propos de la manière dont il couvre la guerre à Gaza. Il semble y avoir des tensions au sein des employés des médias. Pouvez-vous nous en dire davantage? Bah, ce que j'ai vu comme vous probablement d'ailleurs, c'est que effectivement, parmi les journalistes qui travaillent pour le compte de cette grande chaîne américaine, CNN, ils trouvent que vraiment on fait la part belle à Israël malgré tous ses crimes. Donc ça crée des tensions. Oui, ça va avec la montée de l'antisémitisme partout dans le monde, qui a là une seule et unique cause, c'est le comportement inhumain d'Israël envers les Palestiniens. Et les Palestiniens, population civile, sans défense. Donc voilà, là encore, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'accumuler la faute sur leur tête. Et non seulement en Palestine, en Israël, mais à travers le monde. Il y a quelquefois, je m'amuse un petit peu à défier en disant que les Juifs, à continuer comme ils le font, risquent d'avoir quelqu'un qui sera pour eux pire qu'Hitler. Qu'ils prennent garde, ils ne se rendent pas compte. Alors, que pensez-vous de certains commentaires russes qui font l'apologie de De Gaulle et qui, de ce fait, sont particulièrement hostiles au maréchal Pétain? N'est-ce pas exaspérant pour nous qui soutenons la politique de Vladimir Poutine? Exactement, c'est pas la première fois d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de correspondants qui m'avertissent de ça comme s'ils pensaient que je n'étais pas au courant. Malheureusement, je suis au courant. Alors, c'est curieux. C'est curieux, je crois qu'il faut lier tout cela avec la mémoire russe de l'invasion du Troisième Reich. Et pour eux, Pétain est associé à la collaboration. Donc pour eux, c'est un méchant. Je pense que c'est ça la démarche, c'est tout ce qui est de plus primaire. Je suis navré de le dire. Je garde mon admiration pour ce que fait Vladimir Poutine, qui nous préserve tout de même du mondialisme. Mais il y a cette faille, manque d'information, manque de vision globale, tout en moins en tout cas dans le détail, de ce qu'était réellement et De Gaulle et Pétain. Et je dois dire à mon grand regret, parce qu'il fait tout de même un travail intéressant, qu'on ne peut pas compter sur Xavier Moreau,
qui anime le site Strapol, qui remet les choses au point, notamment sur les événements en Ukraine, mais qui est hyper gaulliste et qui a évidemment des contacts avec les entités politiques russes. Il ne faut pas compter sur lui pour rectifier la vision des Russes sur De Gaulle, mais pas avoir de conséquences sur Pétain. Donc voilà, je tiens tout de même à le signaler, et je signalerai aussi, parce que je suis un petit peu surpris, il y a quelque temps, ça remonte à la première conférence que j'avais fait en Alsace. Ça devait être à l'automne dernier. Et il y avait parmi l'assistance, il y avait un Suisse. Et après ma conférence, il vient me trouver, il me dit, bon, ici donne ma conférence, merci. Et il m'a dit, mais pourquoi vous ne prenez pas contact avec Xavier Moreau? Je lui réponds simplement, bah, j'ai pas ses coordonnées. Si vous les avez, ça m'intéresse. Et je lui dis, oui, ça m'intéresse parce que j'aimerais tout de même lui envoyer mon livre sur De Gaulle pour tout de même rectifier son jugement. Parce que tout de même, c'est quelqu'un que j'estime. Je parle de Moreau, bien sûr, pas de De Gaulle. Euh, qui comprennent que son admiration de De Gaulle est tout de même très mal placée. Et ce Suisse me dit, mais je vais lui en parler. Et quelques jours après, il m'envoie un mail en me disant, voilà, j'en ai parlé avec Xavier Moreau, qui me dit, oui, tout à fait, Monsieur Pancart-de-Sac peut m'envoyer son livre, etc. J'ai envoyé le livre avec une dédicace gentille pour le remercier du travail qu'il faisait, et en espérant que mon travail, quelque peu étayé par nombre de faits indiscutables, pourrait l'amener à modifier son jugement. Pas de nouvelles. Alors, ça me désole un petit peu. Alors, le problème que je constate aussi avec certains, c'est que pour eux, être gaulliste, c'est un petit peu un passe-partout dans les médias. Ça vaut ce que ça vaut. Et je me dis tous les jours, mais le temps passe tellement vite et j'ai tellement de choses à faire. Je me dis tous les jours, il faudrait que je lui mette un mot pour lui demander s'il a reçu mon livre ou pas, ou si la poste n'a pas fait son devoir. Mais en général, quand il s'agit d'envoi de livres, en général, les choses reviennent. Ça n'a pas été le cas. Donc, ouais. Donc, je cite ça comme ça en passant. Peut-être qu'il est tout à fait innocent dans cette histoire-là. Il faut absolument que je lui mette un mot pour savoir réellement s'il a reçu, à supposer qu'il me réponde. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, voilà pour la petite histoire. Peut-être simplement rappeler rapidement qu'un des objectifs de guerre avoués des Russes de Poutine, c'est ce qu'ils appellent la dénazification de l'Ukraine, donc sa neutralisation. Et donc, ils ne peuvent dès lors n'avoir que cette approche très, très binaire. Tout à Euh, fait, mais Pierre, qu'est-ce que je dis justement? Que pour comprendre cette réaction pro-gaulliste et anti-Pétain, il fallait se rapporter justement aux mauvais souvenirs qu'ont les Russes de l'invasion des troupes du troisième d'Hitler à l'opération Barbarossa. Et ils n'ont pas pardonné, bien entendu. Bon, je les comprends, mais comme vous dites, c'est une vision primaire. Enfin, dernière question, quasiment. Alors, c'est assez choquant. L'archevêque de Milan a annoncé qu'il participera à un séminaire historique à huis clos avec les francs-maçons italiens. Il faudrait peut-être lui rappeler l'interdiction de la maçonnerie formulée à maintes et maintes fois par l'Église. Tout à fait. Et rappelez-vous que le dernier appel de l'interdiction, c'était le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui l'avait fait. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, c'est une des raisons certainement pour laquelle il a été poussé dehors, parce que bon, il n'était pas le pape moderniste que les milieux modernistes en Italie notamment, mais dans le monde aussi, attendaient.
Donc, ils l'ont poussé dehors pour ouvrir la voie à François. Et je pense qu'ils ont probablement hésité à l'assassiner, puisque rappelez-vous ce qui était arrivé à Jean-Paul Ier. Et dans les deux cas, Jean-Paul Ier, dès le début qu'il est arrivé, on a annoncé qu'il allait remettre de l'ordre dans l'Église. Surtout pas, il ne fallait pas toucher aux acquis modernistes. Et puis un beau jour, on a appris qu'il était mort brusquement. Il y a d'ailleurs un écrivain, euh, c'est David Yallop, je crois, qui avait écrit un livre, je ne me rappelle plus le titre du livre, qui expliquait carrément, très bonne preuve, que Jean-Paul Ier avait été assassiné. Donc je pense que pour Benoît XVI, ils n'ont pas osé tuer un autre qui était du même genre, puisqu'on sait très bien que Benoît XVI commençait à essayer de remettre un petit peu d'ordre dans l'Église. Il faut tout de même rappeler que c'est lui qui a rappelé que la messe tridentine n'avait jamais été interdite, contrairement à ce qu'essayaient de faire croire les modernistes, ce qui a déplu profondément d'ailleurs à l'époque, etc., etc. Et donc c'est par un tour de passe-passe, tous, tout simplement économique, qu'ils l'ont poussé dehors. Et je vais rapidement rappeler comment ça s'est passé. Et on apprend, c'était, je crois, en 2013. À la fin de l'année 2012, on apprend que la Banque d'Italie refuse brusquement toute transaction avec la Banque Vaticane. On dit, tiens, c'est curieux. Et au mois de janvier 2013, je ne me rappelle plus la date exactement, je vous dis ça de mémoire, on apprend la démission de Benoît XVI. Et le lendemain de cette annonce, on apprenait que la Banque d'Italie rétablissait ses contacts avec la Banque Vaticane. Alors, vous n'allez pas me dire que ça n'a pas été marché en main. Saint-Père, vous démissionnez et on règle le problème économique avec la Banque Vaticane. Voilà. Voilà comment il a été poussé dehors pour qu'arrive François. Ce sont des choses comme ça, il faut avoir une bonne mémoire et il faut aussi avoir, évidemment, bien entendu, une bonne bibliothèque, un bon fichier. Et tout ça, bon, j'en avais parlé à plusieurs reprises dans la politique. Donc tout ça est référencé. Oui, puis on trouve toutes ces Alors, références dans c'est votre une... livre, la maçonnerie. Pardon? On trouve toutes ces références dans votre livre, la maçonnerie. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Alors, c'est tout de même invraisemblable. Donc, il y avait face à ces éminences du Vatican, il y avait les trois grands maîtres des trois grandes loges italiennes, Stefano Bisi pour le Grand Orient d'Italie, qui est le plus grande obédience maçonnique en Italie, comme en France d'ailleurs, Luciano Romoli de la Grande Loge d'Italie, qui correspond à peu près à la Grande Loge de France, et puis Fabio Venzi en connexion depuis Rome avec la Grande Loge régulière d'Italie. Et c'est là, à cela que je voulais aboutir, c'est que tous se plaident pour la compatibilité entre l'Église et la maçonnerie. Ben voyons. Ben voyons. Et alors, ce qui est de scandaleux, c'est que parmi justement les entités religieuses, il y avait euh, le cardinal Coco Palmiero, le théologien franciscain Zbigniew Zucchetti et surtout l'évêque Antonio Stagliano, président de l'Académie pontificale de théologie. Donc voilà des individus qui ne trouvent aucun inconvénient
inconvénient à discuter de la compatibilité de l'Église avec la maçonnerie. Et comme vous l'avez rappelé, justement, quand on lit mon livre sur la maçonnerie, avec tous les textes que j'ai cités, maçons et juifs, qui montrent à quel point la haute maçonnerie est satanique luciférienne, où ces gens-là, je parle de ces cardinaux, etc., ne savent pas de quoi ils parlent, ou bien ils sont de connivence. Et c'est ça qui est scandaleux. Oui, parce que la maçonnerie n'a eu de cesse de vouloir détruire l'Église. Donc il y a Évidemment, incompatibilité évidemment, ontologique, quoi. évidemment. Et vous savez très bien que ils veulent supprimer la religion catholique pour essayer de créer une religion mondiale, le noréchisme, dont mon père avait été le premier à soulever la question, repris plus tard par un certain Pierre Hillard, qui s'est bien gardé de citer mon père, bien entendu. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas d'apparition subite de quelque chose dans l'histoire. L'histoire, c'est une suite de séquences qui suivent un parcours logique. Donc, c'est ça qui est intéressant, justement, dans l'étude de l'histoire, parce que ça montre que, au point de départ, il y a toujours une petite main qui dirige, un petit complot, et puis ensuite, une fois que la machine est en marche, eh bien, elle est en marche, et il y a les conséquences qui suivent. Alors justement, là, peut-on vous demander où vous en êtes de la réédition de ce livre, La maçonnerie? Oui, bon, ben, alors, bonne nouvelle, j'ai terminé la rédaction, et bon, ce sera un livre tout de même qui aura gagné plus d'un tiers par rapport aux premières éditions. Je pense, alors je suis en train de relire mes textes. Évidemment, je suis accaparé par toute l'activité, les conférences, les entretiens, la politique, etc. La, la mise de tous les textes qui entrent dans la maquette de la politique, surveiller ça, corriger ça. Donc ça me prend du temps, c'est pour ça que ça va un petit peu lentement, mais j'espère pouvoir sortir cette nouvelle édition de la maçonnerie largement augmentée au courant du mois d'avril. Donc c'est tout de même assez rapproché. Et là, vraiment, il faut que vous lisiez, ceux qui ne l'ont pas lu, il faut que vous lisiez ce livre, parce que ça explique tout sur tous les niveaux de la vie politique en France notamment, mais bien entendu à travers le monde. Tout ça était interconnecté. Donc voilà. Et donc je pense qu'effectivement, on a fait un bon tour d'horizon de tous les événements Récent. dont il fallait parler. Écoutez, on a terminé cet entretien. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Pierre. Alors, Merci. Diane, par contre, vous allez me permettre de faire mes petites recommandations habituelles. Je vous en prie. Parce que vraiment, ça nous fait perdre du temps quand les gens ne tiennent pas compte de ce qu'on leur demande de faire. Ça nous fait perdre du temps et on manque de temps. Justement, si la maçonnerie n'est pas encore sortie, c'est à cause de ce manque de temps. Donc, alors, petit rappel à ceux qui nous envoient des documents par SMS, de grâce, qu'ils nous les envoient sur notre mail sppdassac@hotmail.fr. Sinon, on ne peut pas l'utiliser, faire des copier-coller des textes, des citations qui nous sont envoyés. En cas de réception irrégulière de la politique, merci de nous prévenir, et rapidement tout de même, au lieu de nous dire 6 mois après, ah, j'ai pas reçu la politique depuis telle date. Ça nous arrive. Et surtout de porter plainte à votre poste. Sinon, il va rien se passer. Et puis, bon, si vous avez porté plainte auprès de votre poste et que rien n'a changé, ce qui ne m'étonnerait pas du tout d'ailleurs,
Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner selon la formule PDF. Alors, incontestablement, il y a des régions de France où il n'y a pas de problème. Et d'autres, plus ou moins systématiquement. Et cela semble correspondre au fait que c'est telle ou telle personne qui distribue le courrier. Parfois, c'est distribué, parfois, c'est pas distribué, ça nous revient. Et c'est ça qui montre que c'est une mauvaise volonté de la personne qui est chargée de distribuer. C'est que comment se ferait-il que la personne qui un mois reçoit ne reçoit pas le mois suivant, alors qu'il n'a pas déménagé, et ainsi de suite, c'est répétitif. Donc voilà, donc ça. Et alors, à propos de ceux qui sont déjà abonnés en PDF, souvent nous recevons des réclamations nous disant: «Ah, mais on n'a pas reçu, etc., etc.» De grâce, avant de nous écrire, bah, oui, nous écrire, nous téléphoner, qu'ils aillent voir sur leur spam. Parce que bien souvent, et ça c'est une chose que j'ai appris, c'est que quand il y a des envois en masse, c'est considéré encore par un algorithme quelconque comme un envoi commercial. Et ça passe dans les spams, dans les courriers, dans le courrier indésirable. Donc, pensez à ça. Ça peut être tout simplement parce que ce n'est pas arrivé directement sur votre mail. Alors, chose aussi très importante pour nous faire gagner du temps, en cas de virement bancaire, toujours nous prévenir que vous faites un virement en signalant la somme et en signalant surtout pourquoi. Parce que quand on reçoit de la banque la notification du versement d'une certaine somme, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, prévenez-nous, dites-nous, voilà, tel jour, à telle date, on vous a commandé ceci, un livre, un abonnement à la politique, etc., etc. Qu'on puisse répondre rapidement et ne pas attendre que ces personnes protestent parce qu'ils n'ont rien reçu, parce qu'on ne savait pas quoi envoyer. Voilà, ce sont des choses qui, ça a l'air tout bête, mais non, c'est pas tout bête. Et qu'est-ce que ça nous ferait gagner comme temps si les gens étaient un peu plus sérieux? Voilà, on espère que ce sera bien entendu. Écoutez, Philippe, moi, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci, Pierre. Je vous, Merci Diane. je vous appelle demain. Oui, entendu. À très bientôt. Au revoir. Hasta la mañana.